Bonjour, aujourd'hui, 4.6, le champ magnétique généré par un long fil rectiligne et les aimants permanents. En fait, on a parlé depuis le début du chapitre de l'effet du champ magnétique sur des particules. On va prendre une petite section, le cours aujourd'hui, pour déterminer mais d'où vient le champ magnétique. Bon, en très petite portion, on s'entend. C'est la dernière section du chapitre 4. Ensuite, on va passer au chapitre 5 où on va vraiment faire des affaires pas mal plus excitantes. Ensuite, donc aujourd'hui, le champ magnétique généré par un long fil rectiligne. En fait, si j'ai un fil parcouru par un courant, on va se rendre compte qu'il apparaît autour de ce fil-là du champ magnétique. Et ça, c'est réel. On peut aller au laboratoire. En fait, si on n'était pas à distance, on ferait un laboratoire là-dessus, dans lequel on placerait un long fil, puis on mesurerait le champ magnétique. Donc, le champ magnétique créé par les fils sont des champs magnétiques qui vont tourner autour du fil. Donc, si on veut voir l'orientation du champ magnétique, bien, ça fait vraiment des cercles autour du fil, comme ceci. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je suis placé en avant du fil, on imagine que le fil est là, si je me place en avant du fil, bien, mon champ magnétique ici est orienté vers la droite. Comment je le sais? La règle à main droite, la même qu'on a vue dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui tourne, c'est le champ magnétique, et j'ai quelque chose qui est droit, ici c'est le courant. Donc cette fois-ci, je mets le pouce dans le sens de ce qui est droit, c'est-à-dire vers le haut, et mes doigts, ce qui tourne, tournent dans le sens du champ magnétique. Donc, en avant, de votre point de vue, là, de mon point de vue c'est de ce côté-ci, le champ magnétique va vers la droite, et en arrière, encore une fois de votre point de vue, là, mais ce qui se trouve en arrière sur votre écran, c'est vers la gauche. Donc, là, je suis en image miroir, des fois c'est difficile, là, ça se peut que je me trompe, mais c'est vraiment mieux si vous le faites vous-même. Donc, vous prenez votre pouce, vous le mettez dans le sens du courant, et vous regardez, mais il va par où le champ magnétique? Donc, le champ magnétique, il va tourner autour du fil. La grandeur de ce champ magnétique-là, je ne vais pas la démontrer. L'équation, c'est tout simplement mu0i sur 2πr. Donc, plus on est loin du fil, plus le champ magnétique va être petit. Donc, si je veux savoir c'est quoi le champ magnétique au point P, bien, dans un cas comme ceci, je trouverais la grandeur, mu0i sur 2πr. Donc, le champ magnétique créé, il va être perpendiculaire à R, et il va aussi être perpendiculaire à I. Donc ça, c'est, il faut s'en souvenir, mais de toute façon, on sait que c'est un cercle autour du fil. Donc, je mets le pouce dans le sens du courant, puis là, je regarde au point P, mais par où il va mon champ magnétique? Il pointe par où mes doigts? Donc, le truc qui tourne. Donc, mon champ magnétique, il tourne autour du fil, puis quand j'arrive au point P, le champ magnétique va vers moi. De votre point de vue ici, ça veut juste dire vers l'intérieur de l'écran. Puis vers l'intérieur de l'écran, c'est la direction moins Z. Donc, je peux trouver la direction avec ma règle à main droite. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le faire d'ailleurs. Va apparaître mu0, là que je fais juste l'écrire de même puis le dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, on a vu epsilon0, qui était la constante électrique. Ben, mu0, c'est la constante magnétique. Et sa valeur, 4pi fois 10 moins 7. Teslamètre par ampère. Bon, évidemment, cette constante est aussi sur la feuille de formule. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, mais on va l'utiliser souvent. Ça se peut que vous lâchiez par cœur à un moment donné. Petite parenthèse pour relier la constante magnétique puis la constante électrique, en fait le epsilon0 et le mu0, qui s'appelait auparavant la permittivité du vide et la perméabilité du vide. Par chance, elles ont changé de nom puis c'est moins bizarre. Mais quand même, on a une relation mathématique découverte par Maxwell à la fin du 19e siècle qui dit que la vitesse de la lumière, c'est 1 sur la racine carrée d'epsilon0 sur mu0. En fait, la lumière, c'est de l'électromagnétisme. La lumière est une onde électromagnétique. Évidemment, ce n'est pas le cours d'ondes et physique moderne. Vous allez pouvoir voir ça dans le cours suivant, la session prochaine ou l'autre d'après, dépendant quand est-ce que vous le faites dans votre cheminement. Revenons au champ magnétique. Évidemment, si à un certain endroit j'ai plusieurs champs magnétiques, bien, ils s'additionnent comme le faisaient les champs électriques. C'est la même affaire, c'est des vecteurs, donc on les additionne vectoriellement. Imaginons donc deux fils, comme ceci. Un qui est orienté
ben, les deux sont orientés perpendiculaires à la surface de l'écran. Il y en a un, le courant I1 ici, qui va vers vous, et le courant dans le fil 2, il va vers l'intérieur de l'écran. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ben, on vous donne la valeur des deux courants, 4 ampères et 8 ampères, et on veut savoir, ici, au point P, quel est le champ magnétique total. Donc, on va chercher le champ magnétique créé par chacun des deux fils. Donc, ma distance R2 ici, c'est juste 2 mètres, c'est écrit comme ça ici, la distance entre le fil 2 et le point P. Alors que la distance R1, ben, je vais la trouver tout simplement avec Pythagore, donc 3 au carré plus 2 au carré, puis on fait la racine, ça me fait racine carrée de 13. Ça, c'est la distance qui sépare le fil 1 du point P. Pour déterminer la direction du champ magnétique, je me sers de la règle à main droite. Et oui, vous devez le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas du fil I2, je vais pointer mon pouce dans le sens du courant, donc vers l'intérieur de l'écran, et mon champ magnétique va être orienté. Quand je passe au point P, on imagine un cercle autour. Donc, c'est comme si je faisais un cercle autour de mon fil 2, et mon champ magnétique, il va vers la droite. Donc, parce que mon pouce, je le mets vers l'intérieur, ben, je vais obtenir, quand je passe au point P qui est en haut, je vais obtenir un champ magnétique qui est orienté vers la droite. Donc, B2 est là. Dans le cas du fil I1, le courant 1, ben, je dois mettre le pouce vers l'extérieur de l'écran, donc vers vous, et cette fois-ci, mon champ magnétique, donc, il va tourner dans l'autre sens. Il va tourner par où? Ben, il va tourner comme ceci. Et donc, en passant au point P, la direction de mon champ magnétique, c'est d'orienter comme ça ici. Donc, avec un certain angle que je vais appeler alpha, et je peux trouver l'angle θ qui est ici, parce que l'angle θ qui est là, c'est le même. Donc ça, c'est juste Pythagore. On va trouver que θ vaut 33,7. Et donc, nécessairement, dans ce cas-là, alpha, c'est, parce que 90 degrés, on l'a dit tantôt, entre R et B, il y a 90 degrés. J'ai l'autre bord. Donc, dans R et B, il y a 90 degrés. Donc, si ça, c'est 33,7, alpha vaut 56,3 degrés. On va se servir de ces grandeurs-là pour calculer les vecteurs champs magnétiques. Donc, tout d'abord, je vais trouver le module de mes deux champs magnétiques. B1, c'est mu0 fois 4 sur 2 pi r. Et B2, c'est mu0 fois 8 sur 2 pi r. Ou cette fois-ci, R vaut 2, tout simplement. Donc, on obtient le module de chacun de mes deux champs magnétiques. Évidemment, le vecteur champ magnétique pour le deuxième, pour le courant 2, mais c'est facile parce qu'il est juste orienté vers la droite. Donc, je peux juste dire c'est 8 fois 10 moins 7. Tesla orienté en I. Ensuite, je vais me servir de cette valeur-là ici, mon B1, pour le décomposer en I puis en J avec mon angle alpha qui est là. Vous allez juste dire, ben l'angle c'est 56,3, on va vers la gauche, donc moins cos de 56,3 en I et sinus de 56,3, donc vers le haut, en J. Donc ce que ça va me donner, je vais multiplier ça par le module et je vais obtenir le vecteur 1,231i plus 1,846j, toujours fois 10 moins 7 Tesla, donc c'est des tout petits champs magnétiques. Si on fait le total entre B1 qui est ici et B2 qu'on avait à la page précédente, on va obtenir 6,77i plus 1,85j fois 10 moins 7 Tesla. Donc, je trouve la grandeur avec l'équation, mu0i sur 2 pi r, et je trouve l'orientation avec la règle à main droite. Donc, la situation 3, page 378, on a deux fils parallèles parcourus par des courants de, respectivement, 3 ampères et 4 ampères. Et on vous demande de déterminer la force magnétique que va subir le fil numéro 2 dû à la présence du fil numéro 1, en supposant qu'il mesure 50 cm. Le fil 1 est parcouru par un courant, et donc, il va créer un champ magnétique autour de lui. Comme le courant va vers la droite, on va voir que le champ magnétique, il va remonter derrière le fil, comme ça ici, il remonte en arrière, puis il redescend en avant. Donc, ça tourne comme ça ici. Ce que ça va faire, c'est qu'en arrivant au point où se trouve le fil 2, le champ magnétique, il va aller vers vous. Donc ça vaut vraiment la peine que vous le fassiez avec votre main droite. Donc, juste déterminer la direction du champ magnétique à l'endroit où se trouve le fil 2. Donc ça, c'est le champ magnétique créé par le fil 1 à l'endroit où se trouve le fil 2. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça?
On va calculer la grandeur de ce champ magnétique-là, B1, donc mu0, I1 sur 2 pi R1, la distance entre les deux, c'est 2 mètres, c'était écrit dans la question. Le courant qui passe dans le fil 1, c'est 3 ampères, et donc j'obtiens ici 3 fois 10 moins 7 Tesla, orienté vers vous, donc en cas positif. Maintenant, si j'observe qu'est-ce qui arrive au fil 2, le fil 2 est parcouru par un courant, I, il y a une longueur L qui était donnée dans la question, le vecteur L va dans le sens du courant, donc en I positif, et le champ magnétique, 3 fois 10 moins 7, orienté vers vous. Et là, ça va nous donner une force, moins 6 fois 10 moins 7 Newton, orienté en Y négatif. Bon, comment je le sais? Ben, 4 fois 0.5 fois 3 fois 10 moins 7, ça me fait 6 fois 10 moins 7, et I fois K, ça fait moins J. Donc, ça veut dire que ce champ magnétique-là crée une force orientée vers le bas sur le fil 2. Si je fais l'inverse, évidemment, c'est des forces, c'est une action-réaction. Si le fil 2 reçoit une force qui vient du fil 1 orientée vers le bas, le fil 1 va recevoir une force de même grandeur et de sens opposé. Je pourrais appliquer exactement la même logique. Dire, ben, le fil 2 est parcouru par un courant, crée un champ magnétique. Ce champ magnétique-là, quand il arrive au point où se trouve le fil 1, il est orienté vers l'intérieur, donc vers Z négatif. Et avec un courant, et donc le vecteur L orienté vers la droite, multiplié par le champ magnétique qui est vers l'intérieur, on va obtenir une force vers le haut, de même grandeur et de sens opposé. Troisième loi de Newton. En fait, si deux fils sont parallèles comme ça, et parcourus par des courants qui sont dans le même sens, on va se rendre compte que les deux fils sont en train de s'attirer. Ils reçoivent une force de même grandeur et de sens opposé. Donc mes fils, ce qu'ils feraient théoriquement, s'il n'y avait pas d'autre force, ben, ils s'attireraient mutuellement. Inversement, s'il y en avait un dont le courant était dans l'autre sens, ce que ça ferait, c'est que ça inverserait les sens des forces. Donc deux fils parcourus par des courants en sens opposé vont se repousser. Donc les deux fils vont avoir tendance à vouloir s'éloigner l'un de l'autre. On peut faire une relation générale à partir de ça, c'est-à-dire que si je multiplie la valeur du champ magnétique par I fois L pour trouver la force magnétique, ben je vais trouver que la force par unité de longueur, ça me donne cette équation-ci. mu0, I1, I2 sur 2 pi R, où R c'est la distance entre les deux fils. Et si mes deux fils ont la même longueur, si L1 égale L2, alors nécessairement, les forces vont être de même grandeur. S'ils ne sont pas de même longueur, ben là, ça ne s'applique pas, ça donne quelque chose de différent. Donc, on va avoir une force par unité de longueur qui va être constante. Deux configurations un peu plus complexes. Donc, pour connaître le champ magnétique créé par des fils autres que juste des fils rectilignes. Donc, si j'ai une boucle de courant, donc un cercle, tout simplement, parcouru par un courant, le champ magnétique créé par ce fil-là va, ben, en fait, si je prends n'importe quel petit bout du fil, évidemment, il va y avoir un champ magnétique qui tourne autour de ce fil-là, puis je peux le faire pour l'ensemble. Et si je fais la somme des champs magnétiques créés par tous les petits bouts de fil, donc finalement, ce qui reviendra à faire l'intégrale, je vais obtenir un champ magnétique qui va avoir cette allure-là. La partie qui est importante, celle que nous, on va utiliser ici directement, même si je ne vous ferai pas l'intégrale pour vous le montrer, c'est le champ magnétique qui est en plein centre, au point C ici. On voit que le total, la somme de l'ensemble des champs magnétiques créés par tous les petits bouts de fil, va me donner un champ magnétique orienté directement vers le haut. Et je peux déterminer la grandeur à partir de cette équation-là, mu0i sur 2r. Donc, je ne ferai pas la démonstration, mais on va utiliser l'équation comme telle. Je peux déterminer la direction du champ magnétique avec la règle à main droite, celle qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire qu'on met les doigts dans le sens du courant, dans le sens de ce qui tourne, et le pouce indique la direction du champ magnétique. Donc, mu0i sur 2r, orienté vers le haut parce que le courant tourne en sens antihoraire. Si le courant tournait dans l'autre sens, ben, le champ magnétique il serait par en bas tout simplement. Si jamais ma boucle de courant elle a plus qu'un tour, donc supposons que mon fil il fait 3 tours comme ici, évidemment le champ magnétique va être tout simplement 3 fois plus grand. Donc on va multiplier par n qui est le nombre de tours, ce qu'on appelle aussi des spires. Le nombre de spires, c'est le nombre de tours de fil sur ma boucle de courant.
Deuxième élément très intéressant qui va revenir dans plusieurs sections, c'est le solénoïde. Le solénoïde, c'est plein de tours de fil. Là, évidemment, on en a dessiné quelques-uns, mais ça pourrait être des milliers de tours de fil. Et on branche cet objet-là à une pile, ce qui va créer un courant. Et en plein centre, à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique va être égal à mu0 fois N fois I. Encore une fois, je ne vous fais pas la démonstration, mais on va utiliser cette équation-là de cette façon-là. N minuscule ici, c'est le nombre de spires par mètre, c'est-à-dire le nombre de tours de fil qu'on a dans 1 mètre de solénoïde. Le solénoïde n'a pas besoin de faire 1 mètre de long pour ça, mais juste imaginer que si le nombre de tours est constant, ben, on peut déterminer il y en aurait combien si le solénoïde mesurait 1 mètre. Section suivante, 4.11, les aimants permanents. Bon, vous avez probablement tous joué avec des aimants quand vous étiez jeune, puis quand on prend deux aimants de même pôle nord avec pôle nord, ils se repoussent, alors que si on prend pôle nord vis-à-vis le pôle sud, bien là, ils s'attirent, puis ils se collent. Donc, un aimant permanent, c'est un aimant pour lequel, à l'intérieur, les molécules sont majoritairement alignées dans une certaine direction, ce qui crée le champ magnétique dans un certain sens. Et si je prends un aimant permanent, comme celui-là ici, puis que je le coupe en deux, je vais obtenir deux aimants permanents. Donc, on ne peut pas séparer le nord et le sud. Il y a toujours un côté nord, puis il y a toujours un côté sud. Les monopôles magnétiques, c'est théorique, ça n'existe pas, on n'a pas prouvé que ça pouvait exister. Donc, le champ magnétique créé par un aimant permanent va avoir cette allure-là, c'est-à-dire que le champ magnétique part du pôle nord et va vers le pôle sud. Et, bon, il y a du champ à l'intérieur, mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est à l'extérieur. Si je suis en haut du pôle nord, mon champ magnétique s'éloigne du pôle nord. Puis si je suis en bas du pôle sud ici, mon champ magnétique va vers le pôle sud. Puis évidemment, si on est sur les côtés, bien là, le champ magnétique va avoir des directions qui correspondent aux boucles qu'on voit ici, ce qu'on appelle aussi les ceintures de Van Allen. Donc, on a vu une représentation qui ressemblait beaucoup à ceci dans la section précédente, et c'était la boucle de courant. On voit qu'une boucle de courant, ça se comporte, ça crée un champ magnétique qui ressemble vraiment beaucoup à celui créé par un aimant permanent. On va appeler ça un aimant induit. Donc, mon aimant ici, ou un électroaimant, on s'entend que c'est la même chose. Donc ici, mon faux aimant, mais il crée quand même, parce que je fais passer un courant, un champ magnétique similaire à celui de l'aimant permanent. Et donc, je peux l'associer comme s'il y avait un pôle nord et un pôle sud. Parce qu'en quelque part, c'est un peu ça que ça fait. Si mon champ magnétique s'éloigne vers le haut puis il s'approche vers le bas, c'est comme si en haut c'était un pôle nord puis qu'en bas c'était un pôle sud. Ça se comporte exactement de la même façon. Donc, tant qu'il y a un courant dans la boucle de courant, elle va se comporter comme si c'était un aimant. Et ça veut dire que si j'ai deux boucles de courant, toutes les deux parcourues par des courants qui ne sont pas obligés d'être identiques ici, les deux vont se comporter comme des aimants permanents, donc induire un côté nord et un côté sud sur chacune des deux boucles. Si je mets les deux boucles face à face comme ça, le sud proche du nord, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va faire qu'ils vont s'attirer comme deux aimants permanents. Un petit exercice à faire par vous-même. Donc, supposons deux fils, donc ça c'est un exercice de la section 4.6 pour revenir à la matière qu'on a vue précédemment. Supposons deux fils parcourus par des courants 3 ampères et 4 ampères, et on veut savoir c'est quoi le champ magnétique résultant au point qui est mitoyen, donc entre les deux fils. Quel est le champ magnétique ici? Deuxième question. Deuxième exercice, 4.11.1. Donc, si j'ai deux bobines ici, donc plusieurs tours de fil, et que j'ai un courant qui passe dans ce fil-là, et qui passe au point A en allant vers le haut, de quel côté est le nord? Créé ou induit dans cette bobine-là? Est-ce qu'il est à gauche ou à droite? Deuxième question. Si les deux bobines qui sont ici sont en train de se repousser, donc elles créent des forces qui se repoussent, par où va le courant qui passe au point B? Est-ce qu'il va par en haut ou il va par en bas? On regarde ça ensemble au début du prochain cours. Salut!